ça. C'est divers, mais en plus, moi, j'ai pas de document, c'est aussi Il y a du SAMSA, alors je sais pas réellement s'ils ont pris en charge, je vais les appeler, les contacter. En Guyane, il n'y a rien. C'est la première intuition que j'ai eue à la fois en tant que parent et en tant que professionnel. Quand on apprend que son enfant est autiste, on se dit qu'est-ce qu'il va y avoir, comment on va pouvoir l'aider. Et moi, c'était la première question que j'ai posée à la pédopsychiatre. J'ai posé la question, à ma place, qu'est-ce que tu fais ? J'étais prêt à faire mes valises pour rentrer en métropole ou ailleurs, puisque assez rapidement sur Internet, on a un peu l'impression qu'il y a quelque part dans le monde un nirvana pour les autistes et puis il y a le reste du monde et la France où on n'a pas une bonne prise en charge et la Guyane où on est encore plus loin. Et en fait, il a fallu pas mal de temps pour naviguer ce labyrinthe qui est la prise en charge en pédopsychiatrie, le médico-social, le monde de l'éducation nationale et de découvrir qu'en fait il y a des choses en Guyane. Alors certes il y a des retards structuraux mais on sent que les choses vont dans le bon sens. Il y a des choses mais elles ne sont pas faciles forcément à trouver. Et les différents morceaux du puzzle ne se connaissent pas forcément très bien. Donc ça semblait quand même très important de pouvoir faire un film pour un peu cartographier tous ces acteurs qui sont en fait autour des familles, des enfants, des adultes autistes et qui travaillent. Les parents peuvent être déstabilisés par les différents termes utilisés. Mais l'enfant est-il autiste ou pas ? Cette complexité n'est pas facile à comprendre. On parle maintenant de spectre autistique, c'est-à-dire d'une variété de degrés d'autisme. Tout d'abord, les troubles autistiques sont caractérisés par des troubles de la communication sociale et du langage, ainsi que des intérêts restreints et des stéréotypies, c'est-à-dire une tendance à répéter certains gestes, à suivre des rituels particuliers. Ces troubles peuvent être d'intensité variable, c'est pourquoi on parle de spectre. Un peu comme le spectre des couleurs où l'on va du violet au rouge, les troubles autistiques peuvent s'échelonner du trouble discret jusqu'à des troubles massifs. De même, il peut y avoir des variations sur le plan cognitif, avec un spectre allant du retard mental profond à une intelligence normale, voire au-dessus de la moyenne. Bien qu'il y ait de larges variations dans les estimations, on estime que 30% des personnes faisant partie du spectre autistique n'ont pas de retard mental. 30% ont un retard mental léger et 40% un retard mental important. Lorsque l'on combine ces deux axes de variation, le degré d'autisme, c'est-à-dire les difficultés sociales et les intérêts restreints, et le degré d'atteinte cognitive, on aboutit à un spectre de situations cliniques très variées, nécessitant des dispositifs de prise en charge très différents. Avant que l'on ne parle de troubles du spectre autistique, les termes utilisés étaient autisme de Kanner, autisme atypique, trouble envahissant du développement,
syndrome d'Asperger, qui sont maintenant regroupés dans un dégradé de tableau clinique où varie le degré des difficultés sociales et communication et le niveau cognitif. Très schématiquement, on peut aller de l'autisme sans capacité de langage avec retard mental profond au syndrome d'Asperger avec capacité cognitive normale sans trouble du langage. Entre ces deux extrêmes, on trouve ce qui était nommé trouble envahissant du développement et forme atypique d'autisme. En termes de fréquence, les troubles envahissants du développement et l'autisme atypique sont les plus communs. Le syndrome d'Asperger est plus rare, mais peut-être est-il moins diagnostiqué. Cette simplification reste malgré tout complexe. C'est pourquoi l'on parle de troubles du spectre autistique. Cela permet d'englober tous ces différents tableaux cliniques qui ont pour point commun la triade aujourd'hui dyade autistique, c'est-à-dire les troubles de la communication sociale et les intérêts restreints. Donc, pour schématiser, les différents tableaux cliniques décrits originellement sont regroupés au sein de la dénomination troubles du spectre autistique. En médecine, il suffit souvent de faire une prise de sang ou bien une radio pour avoir un diagnostic. Pour l'autisme, c'est différent et souvent beaucoup plus compliqué. Le diagnostic des troubles autistiques est une étape fondamentale sur le chemin vers une prise en charge adaptée. Ce diagnostic est trop souvent tardif. Des efforts sont faits sur le plan national et en Guyane pour qu'il soit plus précoce. En effet, plus la prise en charge est précoce, plus cela va permettre aux enfants de développer leurs compétences et de s'adapter à leur environnement. Le centre ressources autisme, situé à Cayenne, est le centre régional pour les diagnostics les plus compliqués. Alors le centre de ressources autisme a pour mission principale les bilans diagnostiques. Il réalise aussi des bilans de compétences, c'est-à-dire pour des personnes qui ont déjà un diagnostic posé, mais pour lesquelles les équipes qui prennent en charge ont besoin d'être orientées sur le projet individualisé, de savoir un petit peu quelles compétences il faut travailler, où sont les besoins en fait, pour mettre en évidence les difficultés, mais aussi les compétences à solliciter pour mettre en place le projet. Le CRA se base vraiment sur une observation pluridisciplinaire avec une orthophoniste, une psychomotricienne, une psychologue, une éducatrice, un médecin. Et chacun des professionnels aura 2 à 3 séances avec le parent, mais aussi avec la personne sur laquelle porte la suspicion. Voilà, pour avoir un peu des questions d'entretien, mais aussi pour réaliser des tests spécifiques qu'on utilise pour poser le diagnostic d'autisme. Alors la nécessité d'avoir des outils vraiment spécifiques dans le diagnostic de l'autisme, c'est parce que ça reste un trouble quand même complexe. On a pas mal de précurseurs qui peuvent nous dire ah ben voilà tel signe, mais l'essentiel c'est d'avoir le nombre nécessaire de signes dans les 3 domaines, dans la triade autistique. Et ça, c'est difficile de les percevoir, surtout quand on sait la comorbidité des fois des troubles et qu'on sait que ces signes-là ne sont pas forcément spécifiques à l'autisme. C'est-à-dire que, par exemple, avoir des maniérismes des mains et des doigts, on va le retrouver dans d'autres types de pathologies. Avoir l'absence du regard, on va l'avoir aussi dans d'autres types de pathologies. Mais ce qui est essentiel, c'est que ces tests permettent de regrouper ou en tout cas de vérifier si tous les signes sont présents. En tout cas suffisamment pour répondre à la notification, à la nomenclature de la CIM-10 ou du DSM-4. Et donc ces tests spécifiques vont vraiment montrer les différentes facettes, les différentes capacités, les différentes compétences des enfants en mettant en avant si la triade est vraiment présente ou pas. Donc concernant les diagnostics, on a les diagnostics simples et les diagnostics complexes. Les CRA ont vraiment pour but et vocation de répondre aux diagnostics complexes. Quand on a un doute, quand il y a une comorbidité, quand on hésite avec une déficience visuelle et un autisme, est-ce que les deux peuvent être associés, etc. Donc le CRA est vraiment fait pour les diagnostics complexes. Actuellement en Guyane, comme on avait peu de professionnels formés jusqu'à présent à l'autisme, le CRA recevait tout type de diagnostics, donc des diagnostics simples, des diagnostics complexes. Malheureusement, au vu de la demande, on ne peut pas forcément tout le temps répondre à notre exigence régionale d'aller dans les communes de l'intérieur, dans les communes de l'Ouest, même si on a commencé à le faire. Mais donc, est-ce qu'on reçoit tous les diagnostics ?
A priori, je pense qu'en Guyane, beaucoup de diagnostics ne sont pas encore faits, ne sont pas encore réalisés. Normalement, des médecins généralistes, des psychiatres, des pédopsychiatres pourraient faire les diagnostics avec des compléments d'information de psychologues, d'orthophonistes, etc. Mais pour l'instant, c'est encore peu dans les rouages. Ce qu'il est bon de savoir, c'est qu'actuellement en Guyane, ces lignes de diagnostic sont en train de se structurer. Il n'est pas facile pour les parents, et même pour les professionnels, de se repérer dans le labyrinthe des différentes structures de prise en charge de l'autisme. Ces structures ne sont pas les mêmes selon l'âge ou la sévérité de l'atteinte. Cette complexité peut être source de retard ou de rupture de prise en charge. Le diagnostic simple est fait par différentes équipes de Guyane, notamment du secteur médico-social sur l'ouest et sur l'est. Une fois que la phase de dépistage a été posée, donc quelque part, la première ligne de dépistage, on leur indique qu'il y a une possibilité d'autisme. Et ensuite, quand il y a un doute par rapport à ce diagnostic simple, donc l'équipe qui a fait le diagnostic simple l'envoie au CRA qui centralise donc tout ce qui est de la forme des diagnostics dits plus complexes. Parfois, on peut voir certaines pathologies, notamment neurologiques, qui peuvent s'intriquer avec l'autisme. Et donc, il faut avoir ce diagnostic complet qui est fait par une équipe accréditée multidisciplinaire. La base en Guyane, c'est quand même l'hôpital, les centres de santé. Dans toutes les communes, il y a des centres de santé avec des médecins, des infirmiers. Quelquefois, dans les petits villages, il y a ce qu'on appelle les points de santé, en fait, donc uniquement des infirmiers. Mais comme il y a un maillage certain au niveau sanitaire. Donc ça permet, à mon avis, une première ligne de dépistage un peu des troubles du comportement qui ensuite peuvent être adressés, notamment à ce qu'on a créé depuis 3 ans, l'équipe mobile de pédopsychiatrie et de psychiatrie. Donc régulièrement, depuis 3 ans, nous nous rendons au moins une fois par mois dans tous les sites, même les plus petits sites. Nous allons à Wanari et 3 Palétuviers la semaine prochaine. Et donc, ce dépistage peut-être précoce qui pourrait se faire par les centres de santé, ou pas, si jamais les familles ne les ont pas amenés. En tout cas, le diagnostic simple, au moins, pourrait se faire par l'équipe mobile de pédopsychiatrie qui intervient régulièrement dans toutes les communes de l'intérieur, une semaine par mois à Kawopi, Saint-Georges, Trois-Sauts, Cacao, Regina, Silla-Marie, et maintenant nous avons récupéré Irakubo. Voilà, donc partout en fait en Guyane, les centres de santé, l'équipe mobile fait ce travail en alliance avec les centres de santé. Donc il n'y a pas rien qui se fait. Il faut aussi, comme on l'a dit dans la formation sur le dépistage, peut-être former les enseignants qui sont sur place. Donc il y a des écoles primaires, des maternelles et des collèges dans toutes ces communes isolées, et peut-être sensibiliser donc ces enseignants, non pas un diagnostic affiné, mais peut-être un dépistage disant que cet enfant, cet adolescent présente les troubles du comportement, ensuite à charge pour les équipes spécialisées d'affiner le diagnostic et éventuellement de les adresser à l'hôpital. Ça pourra peut-être se faire plus facilement maintenant puisque nous avons une unité d'hospitalisation, et s'il faut qu'un enfant, un adolescent de l'intérieur ou d'une commune isolée vienne quelques jours à l'hôpital pour faire peut-être le bilan avec le CRA de façon conjointe, ça pourra se faire. Je pense qu'on va trouver des solutions pratiques. Voilà. En ce qui concerne le recours à la psychiatrie, eh bien là, ces personnels existent en Guyane, et la Guyane est divisée en 3 secteurs, c'est ce qu'on appelle la sectorisation psychiatrique. Donc nous avons affaire aussi bien avec les secteurs dépendants de l'hôpital de Cayenne, pour le centre et puis l'est, mais aussi avec le centre hospitalier de l'ouest guyanais, de Saint-Laurent-du-Maroni, qui gère lui tout le secteur dit de l'ouest, c'est-à-dire le long du Maroni. Et dans les 2 cas de figure, les équipes sont à la fois des équipes qui font de la psychiatrie adulte, on appelle ça les CMEP adultes, et la pédopsychiatrie, les enfants. Donc nous ne sommes pas on est en première ligne pour voir les enfants, certes, mais nous avons nos correspondants spécialistes pédopsychiatres. Alors, selon le côté de la Guyane, Oyapock ou Maroni, l'organisation de la psychiatrie est un peu différente. Voilà. Mais sinon, ils y sont globalement, on a ces prestations 1 fois par mois sur site. Le rôle de la PMI, comme tout professionnel de première ligne, en particulier médecin généraliste ici, c'est le repérage précoce des premiers signes de l'autisme. Écouter les parents aussi, ils connaissent bien leur enfant, et utiliser des outils qui sont recommandés par l'HAS, comme le MChat. Voilà. Après,
Bien sûr également orienter, du coup, dès qu'on a un doute, orienter l'enfant vers les structures comme le CERA ou l'hôpital de jour pour un diagnostic d'autisme. Nous avons également une unité de diagnostic qui, pareil, s'est installée en octobre-novembre 2014. Donc cette cellule a pour vocation de détecter les personnes qui présentent de l'autisme ou un trouble envahissant du développement. Elle est composée d'une équipe également pluridisciplinaire et elle fonctionne avec le service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Au niveau de Saint-Laurent, le dépistage de l'autisme a été revisité avec l'accord de l'ARS où l'association ADAPI a mis une convention en place pour pouvoir faire le dépistage des diagnostics simples. Dont nous travaillons en collaboration avec l'ADAPI qui est chargée de gérer l'unité d'enseignement maternel qui a été mise aussi en place toujours cette année. Dès que nous avons une demande de diagnostic simple, l'équipe qui est constituée d'une psychologue, d'un éducateur, d'une psychomotricienne, d'une éducatrice spécialisée et d'une médiatrice culturelle et de moi-même, la psychiatre, nous nous réunissons pour établir un programme dans le but de faire le diagnostic de l'enfant. L'enfant est vu régulièrement jusqu'à ce que tous les acteurs de ce dépistage réussissent à le rencontrer et après on fait une synthèse pour faire un dossier commun qu'on va renvoyer au niveau de la MDPH et l'enfant sera notifié en ce moment. Au niveau de la médiation culturelle, on a des médiateurs. Au niveau de la convention ADAPI CHOG, il y a une médiatrice culturelle qui est Sarah Maka, mais qui parle aussi bien le Nenge Tongo et qui nous aide dans les diagnostics lorsqu'on rencontre des familles qui ne peuvent pas s'exprimer en français ou en anglais ou en espagnol. On fait recours à elle et ça nous permet aussi de savoir qu'est-ce que la famille pense de la maladie qu'a leur enfant. À partir de là, on peut travailler ensemble. Maintenant, au niveau du CHOG aussi, on a d'autres médiateurs culturels, on a des médiateurs en espagnol, on a des médiateurs en portugais et en surinamais, en hollandais, en néerlandais, ce qui fait que c'est des acteurs de soins qui sont indispensables dans le diagnostic simple et qui nous aident parce qu'ils ne font pas que la traduction de ce qui a été dit. Après, on peut discuter avec eux pour savoir est-ce que les familles sont en train de faire une médecine parallèle et comment est-ce qu'on peut travailler en commun accord pour ne pas perdre de vue cet enfant. Maintenant, nous, quand c'est sur le fleuve qu'on voit, qu'on repère, parce que l'équipe qui va sur le fleuve, c'est le médecin et l'infirmière, dès qu'on se rend compte que non, il y a des traits de la sphère autistique, on programme au niveau de Saint-Laurent un temps de consultation d'une semaine. Parfois, on voit avec notre direction pour que les parents soient accueillis au niveau de la maison des parents parce qu'à l'hôpital de Saint-Laurent, il y a une maison des parents qui est en convention avec la commune. Le parent arrive avec son enfant et comme ça, sur toute la semaine, il voit tous les autres acteurs, les acteurs de soins, de manière à ce que l'enfant soit vu dans un bref délai et que si après il y a besoin de le revoir pour d'autres informations, on puisse remettre la chose en place. Certaines familles ont des membres, des personnes qu'ils connaissent sur Saint-Laurent, donc ils n'ont pas forcément besoin d'être à la maison des parents, mais il y a quand même une possibilité, s'il y a personne qu'on connaît à Saint-Laurent, il y a cette possibilité dans notre établissement de pouvoir héberger la famille et l'enfant le temps de les voir sur 2 semaines. On étend la consultation 1 à 2 semaines pour le voir assez régulièrement et après on a le dossier final qu'on envoie au niveau de la MDPH. À Kourou, le centre hospitalier André Rosemont gère le CMPI. Le CMPI de Kourou est un centre médico-psychologique infanto-juvénile qui est une unité fonctionnelle du service global de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Cayenne. Donc c'est une équipe pluridisciplinaire qui intervient dans l'accueil, l'orientation et le diagnostic des enfants avec des problématiques psychologiques. La mission principale du CMPI L'Envol de Kourou, c'est une mission d'évaluation diagnostique et de suivi. Mais on intervient aussi dans l'orientation et dans l'élaboration des projets de soins par rapport à d'autres structures qui peuvent nous solliciter dans ce sens-là.
On reçoit des enfants dans le cadre d'une évaluation diagnostique avec des suspicions de traits autistiques où les partenaires nous demandent une évaluation beaucoup plus approfondie et pointue. Effectivement, dans ces cas-là, avec l'équipe pluridisciplinaire, un certain nombre de dispositifs est mis en place pour pouvoir évaluer ces enfants. Pour faciliter l'accès au diagnostic simple, il existe maintenant 2 points de contact. Un numéro unique est disponible pour chaque zone. Des cellules de diagnostic simple sont ainsi installées à Saint-Laurent, à Kourou et à Cayenne. Dans un souci d'efficacité, les ressources humaines de chaque site ont été mutualisées. Le système social français est réputé l'un des plus développés au monde, mais il est complexe. Cette complexité peut gêner l'accès aux droits et aux soins. Pourtant, pour l'autisme, une fois le trouble décelé, il est capital d'avoir accès à ces droits pour avoir une prise en charge optimale. L'orientation vers une structure, il faut passer par la constitution de dossier MDPH, ce qui est absolument nécessaire. Donc il faut faire très attention que les droits soient ouverts. Donc c'est mon rôle auprès des familles notamment, de vérifier si les droits sont ouverts, s'il y a un problème sur un dossier, ne serait-ce que la sécurité sociale ou encore la CAF, et pour régulariser la situation administrative et pour permettre à l'enfant d'accéder au service où il a été orienté en fait. En tant qu'assistant social, je remarque qu'il y a beaucoup de familles qui sont en situation très précaire sur le département. Donc, je tiens à rassurer ces familles que ça n'empêche pas une prise en charge sociale. Alors, les familles ne sont pas forcément démunies face à l'autisme. Il existe beaucoup d'aides, notamment l'aide au transport, parce que nous savons qu'ici, sur le département, nous avons beaucoup de problèmes liés au transport. Donc, que les familles sachent qu'il existe une aide au transport. Pour avoir accès aux droits relatifs au handicap et aux prises en charge diverses, il faut absolument remplir une demande MDPH et faire remplir par son médecin le certificat médical. Pour les personnes autistes, il est très important d'être en ALD, affection de longue durée, c'est-à-dire d'être à 100%. C'est important parce que les parents doivent parfois s'adresser au secteur libéral pour des prises en charge de kinésithérapie, d'orthophonie ou d'orthopsie par exemple. Les parents ne pourront être remboursés qu'à condition que ces soins rentrent dans le champ de la prise en charge en ALD. Il faut donc demander à son médecin, dès que le diagnostic est connu, de faire cette demande. En Guyane, pour les écueils de l'accès aux droits, une des principales problématiques de départ, c'est d'identifier les partenaires et de comprendre qui fait quoi. Parce qu'on est sur un système qui regroupe le parcours de soins médical et les parcours de soins médico-sociaux. Donc ça, c'est pas toujours évident quand on est un peu néophyte dans l'affaire de comprendre qui est où, avec tous ces noms, tous ces sigles, et de savoir à qui se référencer. Si tous les éléments administratifs ne sont pas suivis et à jour, on va forcément avoir des ruptures de prise en charge. Donc c'est très compliqué souvent pour les familles qui sont un peu éloignées, qui ont moins d'accès à tous les secteurs administratifs ou sur des familles à complexité sociale. Des familles qui ne sont pas forcément en situation régulière ou les familles qui ont les problèmes de langue ou de compréhension de l'administration française ou voire l'absence de lecture-écriture, etc. Donc c'est des prises en charge qui deviennent très complexes parce que l'administratif est complexe. La Maison départementale des personnes handicapées est créée par la loi du 11 février 2005. Elle recouvre en fait 2 commissions, l'ancienne Cotorep et l'ancienne CDES qui était destinée aux enfants. La loi aussi a voulu que cette maison départementale des personnes handicapées soit un guichet unique qui accueille, qui informe, qui accompagne les personnes en situation de handicap et leurs familles. Donc en fait, qui peut être reconnu en situation de handicap? Toute personne venant à la MDPH avec une difficulté dans son environnement. La CDAPH, c'est une commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap. Cette commission, elle prend des décisions concernant les demandes des personnes.
c'est elle qui reconnaît le handicap, soit en accordant une allocation, une orientation vers une structure médico-sociale ou une carte d'invalidité ou de priorité. Les personnes sont informées de la décision de la commission par les notifications. Donc en fait, une fois que la commission s'est réunie, les agents d'instruction enregistrent ces décisions et éditent une notification de la décision qui est renvoyée à l'usager, mais aussi aux organismes payeurs ou organismes qui devra exécuter la décision de la commission. Une fois le diagnostic posé, il existe différents lieux de prise en charge multidisciplinaires en Guyane. À Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni, il existe des hôpitaux de jour de pédopsychiatrie. À Rémire-Montjoly, il existe un CESAD et un institut médico-éducatif. En attendant les notifications, ou en attendant qu'il y ait de la place, le CAMS à Cayenne ou le CMPI à Kourou peuvent proposer des prises en charge. Certains parents payent de leur poche ou grâce à des aides telles que l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, pour recruter des personnes qui vont accompagner leurs enfants à domicile ou dans leurs activités périscolaires. La plupart des cas des enfants qui sont diagnostiqués au centre de ressources autisme, ils ont besoin d'un suivi orthophonique. Donc, on préconise que ce suivi soit le plus tôt possible pour que l'enfant puisse avoir des stratégies pour développer cette communication et ce langage qui est un peu perturbé. Et le plus important de tout ça, c'est que l'orthophoniste qui va prendre cet enfant en charge, qu'il a une bonne connaissance de l'enfant pour pouvoir apporter des outils adaptés. Les outils, c'est pas nous on va pas imposer à l'enfant certains outils. Par exemple, pour certains enfants, le PECS, ça va être important, ça va être un moyen de faciliter la communication. Et pour d'autres enfants, non. Par exemple, la langue des signes, ça va être adapté. Par exemple, pour d'autres enfants, il faut juste organiser le plan, leur emploi de temps, et ça va apporter des aides pour que l'enfant puisse développer ses activités quotidiennes, sa vie quotidienne à la maison, à l'école, dans une sortie avec ses parents, dans une sortie dans un McDonald's, etc. Nous, en tant qu'orthophonistes, on peut être amenés aussi à l'observer en temps scolaire pour voir leurs interactions avec ses camarades, avec d'autres enfants de l'école et avec sa maîtresse. Pourquoi ces observations sont importantes? Pour nous, ça va nous donner le moyen de bien analyser ces difficultés de langage et de communication, et aussi pour pouvoir apporter, que ce soit aux AVS, que ce soit à maîtresse, un moyen plus efficace de communiquer et développer les activités avec cet enfant. Pourquoi? Parce que parfois, ce n'est pas évident d'avoir un enfant en classe qui a des troubles sensoriels, qui a des difficultés de concentration, qui a des difficultés d'interaction. Donc il faut je pense que c'est important que soit la personne qui accompagne l'enfant, il soit au courant des difficultés de cet enfant pour que l'aide puisse être efficace et l'enfant puisse rentrer dans les apprentissages d'une manière adéquate. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce que vient faire la psychomotricité dans la prise en charge de l'autisme, parce qu'on entend souvent parler de troubles de la communication, des intérêts restreints, stéréotypés. Donc voilà, où est la place de la psychomotricité? Il faut vraiment pas oublier qu'un enfant autiste, c'est un enfant qui peut très bien avoir des troubles moteurs comme un enfant lambda. Et dans certains écrits, on se rend compte qu'il y a plus d'enfants avec des troubles du spectre autistique qui peuvent être touchés par les troubles moteurs, notamment au niveau de la motricité fine. On parle aussi de troubles de la sensorialité que la psychomotricité peut prendre en charge. Donc voilà, c'est pour ça que la psychomotricité a vraiment une part entière a une place très importante dans la prise en charge chez un enfant avec un trouble du spectre autistique. Alors, qu'est-ce que c'est les troubles de l'intégration sensorielle?
Quand on parle d'intégration sensorielle, c'est le fait de recevoir des messages de l'environnement. Donc ça peut être des messages sonores, des messages visuels, des messages au niveau de vestibulaire. Donc vestibulaire, c'est le fait de sentir l'équilibre ou le déséquilibre. Ça peut être aussi au niveau tactile. Enfin voilà. Et en fait, le désordre de l'intégration sensorielle, c'est quand l'intégration de ces différents stimulus est mal perçu, est mal vécu, est mal intégré, voilà, chez le sujet. Donc chez les personnes avec un trouble du spectre autistique, on parle voilà, de difficulté d'intégration sensorielle. Donc c'est la difficulté à recevoir un stimulus. La difficulté, donc on parle d'hypo ou d'hypersensibilité. Donc par exemple au niveau visuel, on peut avoir des personnes qui ont une hypersensibilité à la lumière, qui vont ne pas supporter les fortes luminosités, donc ils vont toujours être avec des lunettes de soleil par exemple. On va avoir des personnes avec une hypersensibilité auditive, donc le moindre bruit, même le bruit de la clim, va les mettre à mal. Ils vont pas pouvoir être dans une activité si une clim est allumée, parce que voilà, la clim va envahir leur esprit et leur attention ne pourra plus être concentrée sur ce qu'ils font. Lorsqu'on a des troubles de l'intégration sensorielle, bien souvent ça amène à des comportements on parle de comportements problèmes. Parce que ce mal-être en fait à vivre un trouble de l'intégration sensorielle, cette difficulté à vivre le fait de trop entendre les bruits, va nous emmener, va emmener la personne avec un TSA à avoir des comportements bizarres, inhabituels, par exemple à se mettre à crier, pleurer, se boucher les oreilles, ça peut être des balancements, la difficulté d'intégration sensorielle, les troubles de l'intégration sensorielle peuvent entraîner ce qu'on appelle des comportements dits problèmes. Donc les troubles de l'intégration sensorielle peuvent aussi, donc je l'ai un peu dit, mais peuvent aussi entraîner des difficultés d'attention. Effectivement, quand on est à l'école et qu'on doit travailler sur un sujet et que en fait le tic-tac de l'horloge devient un bruit comme si c'était à chaque fois une voiture qui passait à côté, effectivement on ne peut pas se concentrer sur ce que dit la maîtresse ou sur la lecture qu'on doit faire. Donc les troubles de l'intégration sensorielle peuvent vraiment avoir un impact très important sur les apprentissages scolaires, parce que l'enfant ne peut pas être à 100% dans ce qu'il fait. Donc il faut vraiment trouver des aménagements ou travailler sur ce dysfonctionnement sensoriel pour le réduire et aider la personne dans son quotidien. Parfois, quand on a une personne avec un trouble du spectre autistique qui présente des stéréotypies, donc les stéréotypies c'est vraiment des mouvements répétitifs des mains ou des bras, on parle de mouvements étranges, parfois ces mouvements-là peuvent être dus à une mauvaise intégration sensorielle, parce que c'est des mouvements qui vont diminuer l'angoisse, et le trouble sensoriel apporte quand même crée une angoisse chez la personne, et la personne le moyen qu'elle va trouver pour diminuer la pression, ça va être d'utiliser ces stéréotypies qui peuvent avoir un effet, on parle d'un effet un petit peu relaxant dans la situation. Après aussi, ça peut être, y a des enfants qui sont dans une recherche de sensations, et là la stéréotypie ça va faire partie du trouble de l'intégration sensorielle, parce que on va aussi voir les balancements. Un enfant qui a besoin de bouger, qui a toujours besoin d'être dans l'action, dans le mouvement, le fait de se balancer, ça va être aussi une recherche de sensations. Voilà, ça c'est la stéréotypie peut aussi être là, parce que le trouble sensoriel de l'enfant, c'est un manque d'information vestibulaire. Et l'enfant va se balancer parce qu'il a besoin de ces sensations vestibulaires. Durant l'évaluation psychomotrice, donc j'utilise du matériel, donc deux types de matériel. On va parler du matériel très standardisé, où quand je peux, j'utilise des tests. Quand l'enfant ou l'adulte en face de moi est accessible à ça, j'utilise des tests. Donc c'est des tests qui sont standardisés. Par contre, la plupart du temps, j'utilise quand même un matériel qui est très ludique. On peut voir autour de moi, le matériel est coloré, c'est des jeux, c'est des jouets. C'est censé attirer l'œil de l'enfant qui est en face de moi, et c'est censé
l'aider à rentrer en communication plus facilement avec moi. Voilà, on est sur du ludique. Le bilan psychomoteur, il va servir de base à voilà, où sont les compétences de l'enfant et où sont ses difficultés. Et à partir de ça, en général, s'il y a des difficultés, il y a une prise en charge psychomotrice qui est proposée. Donc il y a des lieux en Guyane où il y a des psychomotriciens qui travaillent dans la prise en charge de l'enfant. Et par exemple à l'hôpital de jour, au CMP, donc au CSMI La Passerelle, dans les CAMS, au CESAD, de l'ADAPI. Voilà, il y a vraiment des psychomotriciens qui sont là pour travailler les difficultés de l'enfant. Donc on parle de rééducation psychomotrice ou de thérapie psychomotrice. Le bilan a posé les difficultés. Le psychomotricien va partir de ces difficultés pour voilà, les améliorer et aider la personne avec un trouble du spectre autistique à évoluer dans son environnement en soit adaptant l'environnement, soit essayant de s'adapter à ces difficultés. Une fois le diagnostic fait et que les démarches auprès de la MDPH ont abouti à une notification, l'une des structures d'orientation spécialisées possibles est le CESAD Autisme à Remire-Montjoly. Le CESAD, donc préciser quand même que c'est le service d'éducation et de soins et services à domicile. Donc on intervient dans tous les milieux de vie de l'enfant. Donc ça signifie en premier lieu son domicile, à l'école et dans tous les lieux pour évoluer. Ça signifie ses activités périscolaires, ses activités de loisirs. Donc l'objectif principal est de permettre à l'enfant de pouvoir rester dans ces milieux. Au domicile, on aide le parent à pouvoir avoir des outils, les moyens de pouvoir aider son enfant. À l'école, on travaille en collaboration avec tout ce qui est corps pédagogique, enseignants, professeurs, AVSI, qui évoluent auprès de l'enfant pour leur donner les outils pour pouvoir permettre à l'enfant de pouvoir avoir une scolarité dite normale, qui puisse suivre sa scolarité correctement. Au niveau des dispositifs périscolaires d'activité, on intervient auprès des animateurs également en leur proposant voilà, s'il faut des outils, des conseils pour permettre à l'enfant de pouvoir rester dans ses activités puis évoluer avec tous les autres enfants. On intervient aussi dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Mon intervention, elle est dans un premier temps, c'est aller vers l'enfant qui est scolarisé, aller vers les familles, mais surtout, à mon niveau, je vais surtout à l'école, je vais surtout dans les collèges et dans les lycées. Je vais vers l'élève, vers l'enfant, vers le patient qui est atteint d'autisme et ou de TED. Et donc il y a l'observation clinique qui va se faire sur le moment, comment l'enfant réagit au niveau de la relation à l'autre, l'observation clinique, tout simplement, et comment il répond aussi. Et après, nous entamons des exercices, des choses bien spécifiques au niveau des tests concernant le diagnostic pluridisciplinaire. Sur le CESAD, nous avons une enseignante spécialisée et un éducateur spécialisé. Alors l'enseignante spécialisée intervient beaucoup sur l'aspect pédagogique, dans tout ce qui est les compétences scolaires que l'enfant doit avoir. Donc pour ça, c'est vrai qu'au niveau du CESAD, on s'inspire beaucoup du socle des compétences communes. C'est un livre qui a été édité par l'Éducation nationale qui explique quelles compétences qu'un enfant qui évolue en établissement scolaire doit avoir. Donc on se base sur ça pour permettre à l'enfant de pouvoir évoluer comme tous les autres. Il est vrai que nous, éducateurs spécialisés, on peut intervenir au sein de l'école, mais ce ne sont pas sur les mêmes objectifs que l'enseignante. L'enseignante, ça sera sur le pédagogique, sur les compétences que l'enfant doit acquérir en termes scolaires. Et nous, ça serait plus en termes d'accompagnement auprès de la VSI, qui intervient auprès de l'enfant, pour l'aider au niveau, encore une fois, de son autonomie, parce que c'est vrai que l'éducateur spécialisé, notre objectif vraiment, c'est l'autonomie de l'enfant. Donc la VSI, et aussi sur 7 ans, les récréations avec les enfants pour les interactions sociales. Donc on peut avoir des objectifs complémentaires, mais nous sommes deux professionnels complètement différentes. À l'école, concernant l'écriture, c'est un trouble psychomoteur, certes,
Mais il ne faut pas voir l'écriture en elle-même, la forme des lettres. Il faut surtout voir comment le crayon est tenu et surtout le geste graphomoteur qui démarre depuis l'épaule, puisqu'il y a des commandes neuromotrices et des informations qui viennent par l'oreille, qui viennent au niveau des yeux, qui viennent au niveau du toucher, qui viennent au niveau... au niveau des attitudes, des postures assises, donc l'équilibre, comment il y a des réajustements moteurs et neuromoteurs et qui englobe tout ce qui tourne autour de l'attention et de la concentration. Donc c'est tout un travail en amont pour arriver à obtenir à ce que l'enfant ou la personne atteinte d'autisme ou TED arrive à mieux écrire avec une certaine fluidité. Et il y a la pensée aussi au niveau psychologique. Qu'est-ce qu'il va écrire? Pourquoi il va écrire? Qu'est-ce qu'il a entendu? Qu'est-ce qu'il va recopier? Je suis lent, la lenteur, la rapidité. Et puis ça va vite, hein, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées. Pour les enfants qui ne peuvent être scolarisés en milieu ordinaire, il existe à Remire-Montjoly un IME nommé les Clapotis. Alors, l'Institut médico-éducatif, les Clapotis, se trouve à Remire-Montjoly et il accueille des enfants âgés de 6 à 20 ans. Donc, c'est un accompagnement global, pluridisciplinaire, composé d'accompagnement éducatif, d'accompagnement en psychomotricité, en orthophonie, d'une scolarisation et d'accompagnement psychologique. Voilà. Nous avons une section dans l'IME pour les plus grands qui propose des ateliers pré-professionnels. L'objectif étant après de pouvoir les orienter vers un établissement de travail pour adultes. Lorsqu'il n'y a pas de place dans les structures telles que l'IME ou le CESAD, ou en attendant la notification, d'autres structures peuvent néanmoins offrir une prise en charge. Au CAMS, on reçoit toujours l'enfant et sa famille. L'idée, c'est évidemment d'aider l'enfant dans ce quotidien, mais d'aider aussi la famille à mieux comprendre en fait, le fonctionnement de leur enfant et à pouvoir donner des pistes et des billes de compréhension pour soulager un peu le quotidien. Voilà, donc la plupart du temps, les prises en charge se font en individuel ou en groupe. Le plus souvent accompagné des parents pour que justement ce qui est fait en séance puisse être pris à la maison. Il y a plusieurs dispositifs qui prennent en charge l'enfant autisme en Guyane. Nous, la particularité au niveau du CAM, c'est qu'on prend les enfants très jeunes, donc de 0 à 6 ans. En général, les enfants nous arrivent assez jeunes. L'idée, c'est vraiment de pouvoir autant accompagner l'enfant que sa famille. Ce qui se retrouve souvent chez l'enfant autiste, c'est donc les problèmes de communication qui sont au premier plan. Donc les parents sont en difficulté pour communiquer avec leur enfant, mettent en place parfois des fonctionnements éducatifs qui ne leur conviennent pas forcément, mais qui sont le seul moyen qu'ils ont pu trouver en tant que parents pour éduquer leur enfant. Et donc au CAMS, on propose justement de soutenir ces parents, de trouver des pistes avec eux et de les accompagner pour que leur enfant devienne le plus autonome possible. Donc l'autonomie, elle ne s'acquiert que si l'enfant est capable de demander, d'entrer en communication. Donc notre mission première chez l'enfant autisme au CAM, c'est vraiment celle-là. C'est d'aider l'enfant à devenir communicant pour qu'il puisse accéder à un peu plus d'autonomie au quotidien. Donc on fait aussi un travail avec l'éducatrice de jeunes enfants pour intégrer l'enfant autiste dans un milieu dit ordinaire. Donc ça peut être en crèche, en halte garderie ou bien à l'école. En Guyane, il existe une classe spécialisée pour les enfants qui présentent un autisme ou un trouble envahissant du développement. C'est assez nouveau, mais ça existe et ça mérite d'être pointé puisque c'est quand même un dispositif intéressant pour l'intégration des enfants autistes. Alors j'interviens auprès des enfants de 0 à 6 ans dans le cadre de la socialisation, de l'autonomie au quotidien et accompagner les enfants au sein d'une structure, que ce soit au niveau des crèches, au niveau des écoles. Et bon, les enfants qui présentent des comportements atypiques, où il est vraiment parfois difficile qu'ils puissent être accueillis, voilà, on fait une préparation à la socialisation. Ces familles ont besoin d'être accompagnées parce que c'est pas évident déjà d'entendre les diagnostics lorsqu'il s'agit de l'autisme surtout.
Des fois, ils ont besoin que l'assistance sociale les tienne par la main pour les accompagner vers les démarches à la MDPH ou vers les adaptations scolaires. Donc avec les enseignants, on fait des équipes éducatives pour pouvoir trouver les projets pédagogiques les mieux adaptés à ces enfants-là. Et sur place, les prises en charge également variées permettent de couvrir les besoins des enfants en attendant. Je précise au niveau parlant de l'autisme, c'est toujours en attendant qu'il ait la structure spécialisée la mieux adaptée à ses besoins. Il existe au niveau du CMPI, en l'attente d'une orientation beaucoup plus adaptée, un certain nombre d'activités, notamment des prises en charge groupe qu'on essaie de mettre en place pour ne pas laisser les familles dans une attente d'orientation qui peut sembler beaucoup plus longue que ça. Donc on anime des groupes thérapeutiques avec les infirmières, les psychologues et moi-même, avec des temps de régulation et tout. Les parents en matière d'autisme, ils n'ont pas spécialement honte, mais ils se retrouvent démunis. La plupart se retrouvent démunis, la plupart se retrouvent dans la difficulté d'avoir une prise en charge assez adaptée, en dehors du fait que les notifications que nous faisions avant, c'était IME, et les IME étaient à Cayenne, où les familles ne veulent pas aller à Cayenne parce que c'est pénible, parce que ça fait un détachement, parce qu'il n'y a pas tout le reste de la structure familiale et c'est très compliqué. Maintenant, quand c'est l'autisme associé à une déficience mentale assez sévère, les familles préfèrent faire les deux alternatives. Donc on vient voir le médecin au centre hospitalier de l'Ouest guyanais, mais parallèlement, de temps à autre, on va faire des bains. On reste quand même dans la tradition, se disant que il faudrait essayer aussi ce type de soins. Ça leur apporte un réconfort suffisamment parce que des mémoires, jusqu'à présent, on continue de travailler avec une que j'ai en tête, qui est convaincue que faire uniquement le soin que nous connaissons, que nous maîtrisons, ne va pas forcément aider son fils. Il faudrait qu'elle ajoute aussi le soin par rapport au bain. Qu'elle fait, c'est essentiellement des plantes, elle ne donne rien qui passe par la bouche. On a revu ça ensemble et c'est beaucoup plus les bains pour essayer d'apaiser l'enfant, pour essayer de le canaliser. Et à partir de là, elle se retrouve. Et nous utilisons encore les médiateurs où on est pour être sûr qu'elle comprend bien ce qu'on est en train de lui dire et qu'elle est dans cette dynamique d'améliorer le quotidien à la maison, d'améliorer le quotidien à l'école. Il y a beaucoup de solidarité au niveau des familles noires-marrons où généralement la grand-mère ou les autres tantes, ils participent à la vie de cet enfant. Ils accompagnent l'enfant quand il y a nécessité, quand la maman veut se déplacer. Et même quand elle veut aller au-delà, si elle veut par exemple partir au village, il y a le reste de la famille qui continue de prendre en charge l'enfant. Ou quand il y a des rendez-vous, la maman précise et il les amène quand même pour les rendez-vous. Donc l'enfant n'est pas complètement isolé, n'est pas enfermé quelque part, condamné comme on peut le découvrir dans certaines cultures où on enferme l'enfant. À Saint-Laurent-du-Maroni et le long du fleuve Maroni, l'offre s'est récemment étoffée. Sur la prise en charge de l'autisme au niveau de l'Ouest guyanais, on part vraiment de loin où en 2011, il y avait juste les consultations CMPI qui existaient où on voyait l'enfant, on essayait de mettre en place des CATTP, donc un temps d'accueil thérapeutique à temps partiel où l'enfant venait sur un certain nombre de créneaux horaires, il était vu. Et à partir de 2012, c'est-à-dire en juillet 2012, on a créé pour 15 places l'hôpital de jour enfant qui a commencé à intégrer les enfants qui avaient été reçus. On n'avait pas tous les acteurs de soins par rapport à l'autisme. On ne reçoit pas que l'autisme dans cette unité, mais au fur et à mesure, on s'est vu accompagner, on a mis des choses en place. Et l'année dernière, c'est-à-dire en 2014, on a eu l'accord de l'ARS pour mettre l'unité d'enseignement maternel. Donc, ce qui fait qu'on part à l'ouest, on part d'une situation, on n'avait presque rien.
où on avait des consultations, des diagnostics qui étaient mis, des prises en charge qui étaient plus ou moins adaptées à des prises en charge qui sont beaucoup plus adéquates. Et là, on est quand même interpellé parce qu'après la maternelle, il y a l'élémentaire et tous ceux qui sont déjà diagnostiqués au niveau maternel et ceux qui sont à l'HDJ qui finissent à partir de 13 ans, parce que l'HDJ enfant, c'est un HDJ enfant qui va de 0 à 13 ans. Et après, il faudrait qu'on trouve des alternatives pour continuer. Et là, on est vraiment dans la nécessité de créer d'autres structures pour continuer la prise en charge de ces enfants. Donc, c'est ce qui manque à l'Ouest. On n'a pas d'IME, on n'a pas d'IMED, on n'a pas d'autres institutions qui pourraient prendre en charge ces enfants. Et c'est vraiment notre difficulté. Au niveau de l'Ouest aussi, on a pensé à mettre en place de manière un peu décalée au niveau de Maripasoula un CMP détaché pour les diagnostics, pour que ça ne soit pas trop lourd pour les familles, parce qu'il faut toujours coordonner avec eux, avec leur emploi du temps, pour qu'ils puissent venir jusqu'à Saint-Laurent. Donc ça va se mettre à partir de novembre. On aura une équipe basée à Maripasoula qui pourra voir tous les patients des sites isolés, c'est-à-dire Dante Kumpata, Papaïchton. Tout le monde va se rassembler au niveau de Maripasoula et au moins les diagnostics vont se mettre en place. Et après, on pourra commencer à envisager des structures pour le soin, pour commencer à les accompagner. Pour les adultes, combinant souvent des troubles autistiques à des troubles cognitifs importants, à Cayenne, l'association l'Ébène gère la MAS Accueil de jour. Alors, les personnes accueillies au niveau de la MAS, toujours d'après le Code d'action sociale et des familles, les définis de la sorte, ce sont des personnes dont les capacités intellectuelles ou motrices diminuées leur rendent incapables de se suffire à elles-mêmes. Donc, c'est des personnes qui ont besoin absolument de l'accompagnement d'une tierce personne dans les soins minima du quotidien. Alors, ça c'est donc le public. Les caractéristiques de ce public pour l'internat et pour la MAS est le même, parce que l'on va retrouver dans notre accueil de jour des adultes autistes, mais c'est certain que ce ne sont pas des Asperger, donc ce sont des personnes qui auront une limitation au niveau intellectuel, au niveau moteur, au niveau de l'accueil de jour. On va limiter on va restreindre un peu l'accueil des personnes qui ont un trop gros handicap moteur, qui nécessiterait un appareillage, par exemple, parce que les conditions d'accueil de la structure ne le permettent pas, tout simplement. Mais ce sont des personnes qui vont avoir besoin de toutes les façons de la présence d'un aidant pour satisfaire leurs moindres besoins du quotidien. Donc, après, l'accompagnement qui va être proposé aux autistes de l'accueil de jour va se réaliser en quelque sorte de manière à ce que là où ils ont, parce qu'on parle d'autisme, donc quand on sait que la problématique d'un autiste, ce sont les intérêts restreints, c'est les difficultés de communication et les difficultés au niveau des interactions sociales. Donc quand on sait qu'il y a ces trois aspects-là, donc on va travailler davantage ça pour essayer de les réinscrire dans une vie sociale la plus, entre guillemets, la plus normale possible. Pour les adultes, combinant souvent des troubles autistiques à des troubles cognitifs importants, à Kourou, l'association SOS gère la MAS, maison d'accueil spécialisée. Oui, les familles sont intégrées dans la vie d'établissement. On a déjà 2 chambres d'hôtes pour pouvoir les accueillir. Nous, on n'a pas de limite au niveau des visites. Le seul critère, c'est de ne pas gêner le service. Donc on peut y être 24 heures sur 24 et vivre à côté et en partie avec les résidents. Après, il y a le conseil de la vie sociale qui permet de s'impliquer dans la vie. Et puis, il y a aussi toutes les activités où certaines de ces activités sont en co-animation avec les parents. Les parents ont toute leur place, mais rien que leur place aussi. Il faut aussi qu'ils gardent leur place de parents dans une équipe de professionnels.
C'est toujours un peu délicat, enfin, ça peut être un peu délicat, mais c'est un pari qu'on doit relever tous ensemble. Nous avons dédié donc un étage spécifique sur les 60 lits, donc on a 20 lits qui sont regroupés sur un étage. Cet étage est divisé en 4 unités de 5 lits, donc on a des petites zones qui sont des zones adaptées par rapport à cette pathologie. Après il y a un mobilier un peu spécifique, qui est un mobilier scellé, qui est un mobilier solide par rapport à d'éventuelles crises qui pourraient survenir. Il y a une unité centralisée qui comprend donc une terrasse et un lieu de vie où en fait c'est là que les activités se font au cours de la journée. Puis après, il y a des plateaux techniques de type balnéothérapie, salles nosélienne, kiné, activités en tout genre, activités d'apprentissage ou activités uniquement ludiques autour de l'art-thérapie. Donc là, il y a un programme individualisé. De toute façon, pour les autistes, on est systématiquement sur de l'individualisé, avec une prise en charge et un emploi du temps qui est lui-même scindé, par tranche et en fonction du rythme du résident. Alors, une des particularités de la masse de Kourou, c'est son ouverture sur le monde extérieur et de faire entrer la vie ordinaire dans l'établissement. Donc, nous prêtons déjà nos infrastructures et nos plateaux techniques à d'autres associations du monde de l'handicap, mais aussi du monde du sport, mais aussi du monde culturel, voire de l'entreprise. Donc il y a des formations qui se déroulent chez nous, on fait de l'aïkido, il y a des clubs de danse qui viennent. Donc le monde ordinaire vient effectuer des choses ici et côtoie le monde de l'handicap et inversement. Le monde de l'handicap s'habitue à cohabiter avec le monde de l'ordinaire. Donc c'est très riche, des fois un peu galère à organiser, mais ça permet au monde de l'ordinaire d'avoir un autre regard sur l'handicap et à l'handicap d'être inséré dans le quartier, comme n'importe quelle maison du quartier. La scolarisation est très importante pour les enfants autistes. Elle leur permet d'effectuer des apprentissages qui les aideront à mieux s'insérer dans leur environnement. Selon le degré du handicap, elle peut être en milieu ordinaire avec AVS, aujourd'hui appelé AESH, ou bien dans des classes spécialisées. Prenons par exemple la situation d'une famille qui souhaite scolariser un jeune enfant à l'école maternelle. Eh bien sûr, ils vont se rendre à la mairie où ils vont inscrire l'enfant et à ce titre, tout enfant a droit à l'inscription, donc quelle que soit sa situation. Il va être inscrit. Ensuite, ils vont lui attribuer une école dans laquelle il va se rendre et les parents vont donc procéder à son admission dans cette école. Là, lors de la première scolarisation, un certain nombre de difficultés vont peut-être apparaître dans la scolarisation qui vont peut-être relever du handicap, d'un handicap, peut-être de l'autisme, mais aussi peut-être d'autres handicaps. Dans ce cadre-là, il appartient au chef d'établissement, au directeur d'école ou à la directrice d'école maternelle, de convoquer une équipe éducative avec la famille pour faire le point sur les difficultés de scolarisation qui sont apparues lors même des premiers jours de scolarisation. Éventuellement, avec l'aide de l'enseignant référent handicap, la famille sera amenée à déposer un dossier à la maison départementale des personnes handicapées s'il s'avère que ces difficultés scolaires sont liées à un trouble particulier. Et bien sûr, dans ce cadre-là, on va entamer une démarche de diagnostic et d'identification des difficultés et des troubles qui peut être conduite par un certain nombre de spécialistes du domaine médical, mais aussi du médico-social. Si ce trouble est mis en évidence de manière précoce, c'est-à-dire à 3 ou 4 ans, le rectorat a ouvert depuis septembre dernier 2 dispositifs particuliers qui permettent d'accueillir des enfants porteurs d'autisme qui ont des difficultés de scolarisation importantes à l'école maternelle. Ces 2 dispositifs sont l'un à Saint-Laurent, l'unité d'enseignement maternel qui est située à l'école Laure Paulus, l'autre à Cayenne, la CLIS de l'école maternelle Gaëtan Hermine. Donc ces 2 dispositifs sont aptes à pouvoir
améliorer la scolarisation, la qualité de la scolarisation des élèves qui seraient de manière très précoce identifiés comme étant porteurs de troubles du spectre autistique. Alors bien sûr, le rectorat met à disposition de ces élèves, lorsqu'ils ont reçu une notification de la MDPH pour l'attribution d'un accompagnement scolaire, nous mettons à leur disposition ce qu'on appelait des auxiliaires de vie scolaire et qui maintenant s'appellent des accompagnateurs d'élèves en situation de handicap, les AESH, qui vont aider les élèves porteurs d'autisme dans les classes ordinaires pour les aider dans leur scolarisation. L'auxiliaire de vie scolaire, AVS, aujourd'hui appelé AESH, reste auprès de l'enfant pour l'aider dans les diverses difficultés qu'il peut rencontrer dans la classe. L'AESH assiste l'enseignant qui doit s'occuper de la classe entière. Les AESH ont des parcours très différents et des niveaux de formation parfois hétérogènes. Cependant, les AESH sont des personnes très importantes pour aider à scolariser l'enfant. Donc là c'est pareil, les dents écartées, les dents serrées, tout ça il n'arrivait pas à comprendre. Un garçon qui perd une dent par exemple, il fallait qu'il le voie en image, qu'il se représente la personne, ou quelqu'un qui est malade, qui a de la fièvre, qui a vomi, il fallait vraiment qu'il le voit en image pour pouvoir visionner un peu la scène et l'état de la personne. C'était très très bien ça. Là, alors, ouais, quand on voyait un énorme bonhomme content comme ça, c'est qu'il avait fait un super travail. Donc du coup, ça repoussait ses limites. Et on pouvait avoir des séances qui pouvaient durer plus longtemps. Et là, du coup, il oubliait la pause. Il était concentré dans son travail et on pouvait avancer. Ça s'est avéré par la suite, il a toujours été bon. Donc, maximum de récompenses. Il y a beaucoup plus de bonhommes contents là qu'avant. Donc ça l'a fait bien motivé. Exactement. Sinon, nous avons au niveau de l'école élémentaire un dispositif qui permet d'assurer la scolarisation d'élèves d'âge école élémentaire qui ne pourraient pas être scolarisés dans ces classes ordinaires pour raison de très grandes difficultés. Nous avons une CLIS à l'école Samuel Chambaud qui accueille une dizaine de jeunes porteurs de troubles des spectres autistiques avec des troubles importants. Pour l'essentiel, des troubles avec une déficience intellectuelle associée, le plus souvent, qui ne leur permet pas de pouvoir être scolarisés de manière complète dans une classe ordinaire avec un accompagnateur d'élèves en situation de handicap. Nous avons également un dispositif au niveau du collège qui répond à la même demande. Ce sont des jeunes collégiens qui, de par leurs troubles, ne peuvent être scolarisés dans une section ordinaire de collège et qui sont donc accueillis dans cette unité au collège Auguste Dédé où ils sont pris en charge de manière particulièrement spécifique. Bien entendu, le rectorat assure la scolarisation des élèves sur l'ensemble du territoire de la Guyane et de ce fait assure également la scolarisation des élèves en situation de handicap sur l'ensemble du territoire de la Guyane. Nous n'avons pas des dispositifs spécifiques à l'autisme sur toutes les communes, bien sûr, mais cependant, nous pouvons accueillir un certain nombre d'élèves porteurs de troubles du spectre autistique dans des classes spécialisées qui sont réparties, elles, sur l'ensemble du territoire et qui aident à la scolarisation des élèves en situation de handicap, quels que soient leurs troubles. Là, ce sont des classes pour l'inclusion scolaire ou des unités pour l'inclusion scolaire de collège ou de lycée qui permettent donc de scolariser des élèves porteurs de troubles du spectre autistique sur l'ensemble du territoire. Le PPS, c'est un plan personnalisé de scolarisation. Donc il est fait à la demande des parents par l'équipe pluridisciplinaire. Il est validé par la commission des droits et de l'autonomie. Le projet personnalisé de scolarisation, il a distingué du plan personnalisé de compensation. Le plan personnalisé de compensation, ce sont les réponses apportées de l'équipe pluridisciplinaire. D'accord ? Dans ces réponses,
de l'équipe pluridisciplinaire, il y a une partie consacrée à la partie scolarisation. Et là, l'équipe pluridisciplinaire va élaborer un plan personnalisé de scolarisation, donc qui est inclus dans le plan personnalisé de compensation, pour préciser en fait ce qui serait nécessaire pour que l'enfant puisse avoir une scolarisation adaptée, voilà, à son handicap, qu'il puisse s'épanouir à l'école. Et ça tombe dans l'esprit de la loi du 11 février de 2005 qui veut que l'enfant s'intègre comme tous les autres, peu importe son handicap, ses difficultés, dans un milieu commun, enfin ordinaire. On oublie souvent que les autistes passent la majeure partie de leur vie en tant qu'adultes. Lorsqu'ils ont pu suivre une scolarité ou un cursus parallèle, il est important qu'ils puissent s'insérer dans la société et travailler. La loi du 11 février 2005 pour les enfants a voulu une intégration scolaire dans un milieu ordinaire, mais en parallèle pour les adultes a voulu aussi une intégration dans le milieu du travail. Donc pour les enfants autistes, arrivés à l'âge de 18-20 ans, les structures qui accompagnent ou les enseignants vont proposer des orientations au niveau du travail. Ça peut être en milieu protégé pour les adultes autistes qui ont besoin d'un encadrement, mais qui sont en mesure de fournir un travail répétitif, mais qui sont quand même autonomes dans la réalisation de la tâche. Pour les personnes qui ont un niveau autre, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'un encadrement médico-social pour l'exécution du travail, mais par contre, il peut s'agir d'un accompagnement. Là, pour ces personnes, on peut les orienter vers le milieu ordinaire. Il y a des expériences dans certains départements avec des job coachs pour les personnes autistes. Donc la personne autiste est dans son milieu de travail et il y a une personne, pour lui rappeler, il faut regarder l'interlocuteur lorsqu'on lui parle, enfin des choses pour compenser ses difficultés. Voilà, dans l'emploi. Donc ça peut être ça peut être le job coach, ça peut être le milieu protégé du travail. Voilà. Les structures institutionnelles ne couvrent pas tous les besoins. La loi 1901 permet aux parents de se regrouper pour compléter les actions soit bénévolement, soit grâce à des financements privés ou publics. Donc Atipa Autisme, c'est une association de parents. Elle a été créée à Paris en 2011 très précisément. Alors en fait, au départ, c'était juste un groupement de parents qui avions la même manière de prendre en charge nos enfants. On s'était tous trouvés dans la même situation du manque de structure et donc nos enfants étaient pris en charge à domicile par des intervenants formés, spécialisés, supervisés et ça a donné des résultats qui étaient très positifs qu'on a voulu partager. Donc, globalement, c'est une association qui est petite, qui n'a pas de personnel dédié et qui cherche à s'inscrire en synergie avec les autres partenaires. Ne pas se substituer à, mais essayer de trouver son utilité. Voilà, donc on fait des petites actions qui, j'espère, sont bien senties et utiles. Voilà. La complexité du système, la multiplicité des intervenants, la multiplicité des structures constituent un défi et nécessitent une coordination des acteurs autour de politiques pour améliorer l'autisme, mais aussi autour de familles dont les différents besoins sont gérés par différentes structures. Je ne travaille pas toute seule, je travaille avec des partenaires, notamment mes collègues. Par exemple, à la MDPH, je rencontre régulièrement l'assistante sociale de la MDPH. Pour prendre un exemple, bien sûr, il peut arriver que ce soit l'assistante sociale scolaire, l'assistante sociale du département, du conseil général, ou encore l'assistante sociale des structures qui accueillent les jeunes. Donc nous travaillons en partenariat. Donc je ne suis pas isolée au CRA, c'est-à-dire que tout ne se fait pas qu'au CRA. Il faut que je prenne contact avec les partenaires sociaux qui interviennent dans la sphère de l'autisme en fait. La notion de réseau est importante. L'institution IME et CESAD
avec les écoles, avec l'éducation nationale, le lien est très 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 important. Il ne faut plus penser à séparer la pensée du professionnel santé et la pensée du professionnel éducation nationale. Il faut absolument trouver des moyens, se rencontrer beaucoup plus souvent pour nous aider, nous professionnels de santé, savoir qu'est-ce qui se passe chez vous dans la classe par rapport au programme et nous qu'est-ce qu'on peut apporter aussi. Et avec ce lien étroit, je suis certaine que l'enfant est scolarisé, l'élève, enfin, moi je préfère parler d'enfant, il va progresser parce qu'il se sent pris en compte. Il est plus à part puisqu'il se sent différent et le regard des autres, on le voit comme différent de toutes les façons. Donc si on forme une seule équipe avec les mêmes pensées, on peut tirer de très belles conclusions et surtout un accompagnement beaucoup plus soutenu. Le territoire de l'Ouest guyanais commence à Bellevue jusqu'à Antekumpata. Donc, de Bellevue, il y a Mana, il y a Saint-Laurent, il y a Patou, il y a Grand-Santi, il y a Maripasoula et on va jusqu'à Antekumpata. Maintenant, au niveau de Saint-Laurent, étant donné que c'est une petite commune où tout le monde se connaît et que même le médecin qui est basé à Mana, le docteur Aga, il connaît bien, on est plus facilement repéré. Depuis 2013, fin 2013, l'hôpital de Saint-Laurent a décidé qu'une fois par an, il inviterait les médecins de ville à venir rencontrer les médecins intra-hospitaliers pour discuter de l'échange qu'on peut avoir, des améliorations qu'on a parce qu'on a besoin d'eux et ils ont aussi besoin de nous. Donc on est très vite repéré au niveau de la psychiatrie et de la pédopsie encore plus. Il y a un seul médecin libéral pédiatre avec qui on travaille en étroite collaboration qui, chaque fois qu'il est devant un questionnement, même si ce n'est pas de l'autisme, un questionnement tout simple, un trouble du comportement, un trouble des acquisitions, il nous fait le courrier, il nous envoie l'enfant, il peut nous téléphoner aussi pour nous dire écoutez, là j'ai vu tel enfant, ce serait bien que vous le retrouviez un rendez-vous un peu plus rapidement. Donc une fois par an, on a des rencontres avec les médecins libéraux, avec qui on discute facilement, qui savent où orienter l'enfant aussi rapidement. Et étant donné que le circuit se passe bien, que la commune n'est pas très immense, ce qui fait que les délais d'attente ne sont pas aussi trop énormes. Depuis fin 2013, l'ensemble des acteurs se sont réunis au sein du comité de pilotage de ce 3e plan autisme. Donc, ce comité de pilotage est constitué des acteurs du secteur médico-social, sanitaire, de la MDPH, de l'éducation nationale, de l'agence régionale de santé, bien évidemment, et également des associations des usagers, des représentants des usagers. Il a été alloué 4,8 millions d'euros à la Guyane pour le déploiement de ce plan autisme. Donc, ces crédits ont tout d'abord permis d'ouvrir une unité d'enseignement maternel à Saint-Laurent-du-Maroni, donc fin 2014. Il est également prévu la création de plusieurs places dans les structures médico-sociales spécialisées autisme. Ces crédits servent également à former, comme je l'ai dit précédemment, les professionnels médico-sociaux et du secteur sanitaire, les familles. Et ces crédits permettent également d'organiser le diagnostic sur l'ensemble du territoire guyanais. Certaines spécificités de la Guyane, comme l'éloignement géographique des familles, de certaines familles qui habitent à l'ouest, la méconnaissance des structures médico-sociales et sanitaires, la représentation du handicap culturellement parlant, peuvent faire partie des facteurs qui expliquent ce delta entre la réalité et les chiffres qu'on devrait avoir en Guyane. Alors que la Guyane affiche un retard structurel par rapport à l'Hexagone, les décisions stratégiques, les priorités doivent s'éclairer sur une bonne connaissance des besoins. On a au final pu interroger, pu rencontrer les parents de 101 enfants autistes en Guyane. Ça faisait à peu près 180 parents entre Saint-Georges-de-l'Oyapock et Saint-Laurent-du-Maroni. L'enquête, c'était surtout de leur permettre de faire remonter leurs besoins. C'était un temps de parole pour eux
il y a des enquêteurs qui sont entrés en contact avec eux via les professionnels de santé. En règle générale, c'était comme ça. Voilà. Alors cette enquête, en fait, les premiers résultats on s'est rendu compte, en fait, comme ailleurs, qu'il y avait un retard au diagnostic, puisque par rapport aux premières inquiétudes des parents, il s'est écoulé 2 années entre le moment où ils étaient inquiets et le moment où le diagnostic avait été porté. Ça, c'est ce qu'on retrouve ailleurs et dans les études également. La plupart des parents qui ont participé à cette enquête étaient satisfaits de la prise en charge médicale et scolaire de leur enfant en Guyane. Toutefois, on a noté quand même qu'il y avait un enfant sur 5 qui n'avait pas de prise en charge médico-sociale au moment de l'enquête et près de 25%, pas tout à fait 25%, des enfants qui étaient scolarisés en milieu ordinaire n'avaient pas d'AVS ou d'EVS. Et ces enfants en fait, qui n'avaient pas de prise en charge médico-sociale ou qui n'avaient pas d'AVS, ça correspondait en fait à des enfants à qui on n'avait pas encore posé le diagnostic. D'où en fait l'importance de poser le plus tôt possible le diagnostic pour permettre une prise en charge, tant médicale que scolaire, la plus rapide possible et la plus adaptée aux enfants. Concernant le vécu au quotidien et le vécu au moment de l'annonce du diagnostic, les parents considéraient la différence de leur enfant comme difficile à vivre, pour la plupart des parents qu'on a rencontrés. Et il y avait près de 15% des parents qui se sentaient isolés socialement. Ils avaient le besoin, et la plupart, vraiment la grande majorité, avaient le besoin de rencontrer d'autres personnes, en particulier des parents qui étaient dans la même situation qu'eux. Et ils avaient des difficultés. Quelle que soit en fait la stratégie qui était adoptée par les parents pour faire face à leur vie stressante, à leur quotidien, à travers les réponses aux questions ou même en off, quand on s'entretenait avec les parents, le vécu qui dominait, c'était l'épuisement. C'était la fatigue, c'était le besoin d'un break. Beaucoup étaient épuisés de tout le temps se battre. Beaucoup ont parlé en fait de parcours du combattant pour toutes les étapes qu'ils ont dû traverser. Et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle en fait cette enquête elle a été très bien accueillie en fait par les parents, parce que c'est pas souvent en fait qu'on leur posait la question et vous, comment vous allez, comment vous avez vécu tout ça, de quoi vous avez besoin. C'est vrai qu'on a vraiment ressenti ça, et souvent à la fin de l'enquête ils nous remerciaient, ils remerciaient les enquêteurs. Donc je pense que ça a été très bien accueilli à ce niveau-là. En tant que médecin de PMI, cette enquête était très enrichissante. Effectivement, pour tout ce qui est le vécu, pour essayer de voir aussi ce qui se passe localement en Guyane, parce qu'on ne savait pas, c'était un peu le point d'interrogation. De rencontrer un peu les parents, de mettre en relation aussi les parents entre eux, les parents avec l'association Papillon, avec tous les réseaux des professionnels, donc ça c'est vraiment capital. D'initier aussi une dynamique avec les autres partenaires, les partenaires associatifs, mais ça a été aussi enrichissant en tant que médecin de PMI, parce que ça a montré aussi l'importance capitale de dépister les premiers signes, les signes précoces de l'autisme. Et il y a des outils qui existent, qui sont recommandés par l'HAS, qui sont plutôt simples, et je pense que les professionnels de première ligne, les médecins de PMI, les médecins généralistes, parce qu'il y en a beaucoup ici en Guyane, plus que de pédiatres, pourraient très bien faire ces tests pour le dépistage précoce, les premiers signes de l'autisme. C'est des tests comme le MCHAT, qui sont des tests qui comportent 23 items. Après, ça paraît peut-être un peu long, mais il y a 6 items clés, donc au moins faire les 6 items clés. Et on peut imaginer en fait que lors du certificat obligatoire des 24 mois, que ces 6 items soient rajoutés en fait à ce moment-là. Et je pense que ça pourrait permettre de dépister plus tôt pour que le diagnostic par un professionnel
spécialisé soit fait et une prise en charge précoce, autant au niveau de l'école qu'au niveau de la prise en charge médico-sociale. Cette enquête initiée par l'association Papillon a permis en fait de mettre autour de la table aussi un certain nombre d'acteurs qui travaillaient sur l'autisme, autant associatifs que le rectorat, que l'ARS. Donc ça a été un point très positif. L'ARS a également beaucoup accompagné cette enquête et l'association Papillon, puisqu'elle a en fait, il y a eu plusieurs réunions de travail dans le cadre du plan autisme en fait, et on a poursuivi des réunions de travail avec tout le monde, avec tous les associatifs ou non, pour définir un plan autisme en Guyane. Et du coup, cette enquête a permis, c'est vrai, d'avoir des premiers résultats pour pouvoir construire ce plan, mais pas seulement, il y avait d'autres aussi, d'autres projets. Il y a un projet de registre aussi qui va être mis en place. Et après, ça a permis également de répartir aussi, de savoir quelles étaient les priorités en fait, au niveau du dépistage, de la prise en charge et au niveau scolaire. Cette enquête a permis effectivement une photographie, même si elle n'est pas tout à fait parfaite et que cet échantillon est quand même petit par rapport aux chiffres qui sont attendus, hein, que des enfants autistes en Guyane, il y en a beaucoup qu'on n'a pas bien sûr pu rencontrer, enfin les parents qu'on n'a pas pu rencontrer, mais c'est un premier pas. Et c'est vrai qu'au niveau du professionnel, cette enquête, elle a surtout permis que tout le monde marche dans le même sens en fait, et se mettent autour de la table, discutent qu'est-ce qu'on pourrait faire en Guyane dans les années à venir pour améliorer le diagnostic, d'abord le dépistage, le diagnostic, la prise en charge au niveau du scolaire et également la prise en charge médico-sociale. C'est vrai qu'à travers les entretiens, enfin, même de manière générale en fait en Guyane, hein, c'est vrai que les parents ont un parcours de vie assez souvent difficile en fait. Déjà, il y a parfois des parents qui ont un niveau socio-économique qui est assez bas, pas forcément accès tout le monde au système de santé, pas forcément francophone, donc tout ça, ça rajoute des difficultés. Et c'est vrai que malgré tout, il y avait des questions à ce sujet, c'est des parents qui se battent. C'est vraiment, il y a une pulsion de vie en fait, il y a quelque chose ils ont envie de faire le mieux pour leurs enfants et malgré tout, ils arrivent à aller à l'hôpital, à aller voir les professionnels. Et c'est un parcours en fait assez difficile parce qu'il y a plusieurs structures et parfois c'est par méconnaissance en fait que ça retarde tout ce qui est aide ou prise en charge médico-sociale. Et voilà, c'est plutôt, il faudrait informer ces parents qui ne sont pas forcément francophones pour leur dire il faut aller à tel endroit, à tel moment. Et ça faciliterait parce qu'ils y arrivent au bout d'un moment. Ils y arrivent, mais c'est toujours un peu tard. Donc c'est vrai que c'est assez... c'est une leçon un peu de vie en fait quand on discute avec eux parce que nous on n'a pas ces difficultés-là. Donc c'est vrai qu'ils sont souvent... et c'est vrai que l'enquête, surtout aussi vu des parents, on a rencontré des parents après l'annonce. Donc ils avaient tout sous cette bagarre, ils l'ont vécu avant. Mais, en Guyane, on ne sait pas bien combien de personnes autistes il y a. On fait des estimations qui sont basées sur les chiffres qu'il y a en métropole. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'il manque beaucoup de personnes à l'appel par rapport à ce qu'on attendrait. Donc les décideurs ont du mal après à prioriser quelle structure construire plutôt qu'une autre. C'est pour ça qu'il y a un besoin d'un volet on va dire sensoriel pour mieux savoir combien il y a de personnes, quelles sont leurs orientations, quels sont leurs problèmes et quels sont les besoins de création de structures en Guyane, quelles sont les priorités, etc. Donc c'est pour ça qu'un registre autisme a été créé
les démarches réglementaires sont quasiment terminées. Et l'objectif, c'est de pouvoir enfin avoir une idée de combien il y a de personnes autistes, en tout cas dans une tranche d'âge. Et l'analyse de ces données permettra aux décideurs, aux acteurs de mieux se positionner. La compréhension de l'autisme, la compréhension du système de prise en charge permet de mieux repérer les troubles évocateurs, de mieux les orienter. Elle permet de mieux aider les personnes autistes et elle permet de réduire l'anxiété face aux troubles du comportement. Il est donc capital de former les parents et les professionnels. En Guyane, des efforts considérables de formation ont été réalisés depuis quelques années. Ainsi, en 2015, plusieurs centaines de personnes ont été formées à travers le territoire guyanais. Bien que l'on ait assisté à une amélioration sensible de la situation au cours des dernières années, il reste du chemin à faire. Certaines structures manquent encore et le système doit être plus lisible. Concernant maintenant les enfants et de façon plus large les patients que nous avons à prendre en charge, si les réseaux sont clairement établis en Guyane, identifiés, pédiatres, pédopsychiatrie, MDPH, prise en charge du handicap, il faut voir que nous avons affaire à des populations, dans certaines régions du fleuve, n'ont pas de droit ouvert sur le plan de la sécurité sociale à près de 80%. Par exemple, sur Papaichton, 21% seulement de la population sont des assurés sociaux. Donc ça pose énormément de problèmes car on risque d'être amené à dépister, puisqu'on s'occupe de tout le monde, bien entendu, sans discrimination aucune, à dépister des enfants. Et donc, derrière, il va y avoir tout un travail social à mettre en place. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec nos assistantes sociales, de façon à pouvoir ouvrir des droits, s'ils n'existent pas, voire ou en créer de nouveaux si les gens n'en ont pas. Enfin, il y a toute cette problématique-là qui fait partie prenante de la prise en charge. Certes, le nombre de places dans les structures reste insuffisant. Il reste un retard structurel, une forte hétérogénéité sur le territoire guyanais. Il faut tout faire pour améliorer la précocité du diagnostic, clarifier les filières de prise en charge, éviter les retards, les errements qui retardent une prise en charge adaptée. Mais on est loin de l'intuition fréquente qu'en Guyane, il n'y a rien. On peut même clairement dire que cette intuition est fausse et qu'il y a de plus en plus de structures, qu'elles sont de mieux en mieux coordonnées. D'ailleurs, les parents d'enfants autistes sont globalement plutôt satisfaits de la prise en charge de leur enfant. Pour les parents qui entendent régulièrement dans les médias que c'est ailleurs que l'herbe est plus verte en matière d'autisme, c'est plutôt un message d'espoir que l'on n'est pas obligé de se déraciner pour avoir une prise en charge correcte. Le plus important est sans doute d'être acteur, d'œuvrer à améliorer les choses ensemble, par la formation, la coordination des acteurs, le plaidoyer pour un rattrapage structurel. La prochaine fois qu'un parent apprendra que son enfant est autiste, la prochaine fois qu'un médecin verra un enfant ayant des troubles évocateurs, la prochaine fois qu'un enseignant apprendra qu'à la prochaine rentrée, il ou elle aura un élève autiste, nous espérons qu'ils appréhenderont mieux le tissu de professionnels et d'associations qui existent en Guyane et qui pourront les aider à aider ces personnes autistes à s'adapter au monde social. Tu sais que j'ai les courbatures partout là. Non mais c'est tout, voilà, le son c'est bon. Le son c'est bon.
Déjà? Oui, déjà. Non, parce que je voulais dire la maison d'accueil.